Bonjour à tous, merci en tout cas de vous être connectés pour ce webinaire qui va durer 1 heure. Donc on va essayer de condenser ça jusqu'à midi et demi. Ce webinaire sera enregistré, à disposition, on pourra vous faire part de l'enregistrement si nécessaire. Et pareil, si vous avez besoin des slides, on pourra également vous les communiquer. Donc sur ce webinaire, l'idée c'est effectivement de rentrer un peu en profondeur sur le SRI. Donc le SRI qui est l'acronyme de Smart Readiness Indicator. Et c'est un indicateur qui est là pour comprendre, mesurer et valoriser l'intelligence énergétique de vos bâtiments. Et donc pour ce faire, on va commencer par un petit tour de table sur les interlocuteurs de cette présentation. François-Xavier, je te laisse la main. Oui, donc moi je suis François-Xavier Geland, je suis le fondateur de l'Observatoire de l'immobilier connecté et responsable. Et à ce titre, évidemment, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est label et normes, donc le SRI est en plein dedans. Donc je vais prendre le relais. Donc Rémi Carzero, je suis manager conseil en smart building chez Magellan Consulting depuis pratiquement 2 ans maintenant. Et donc j'accompagne les activités de Magellan spécifiquement, en tout cas principalement sur les activités de smart building. Bonjour à tous, je suis Thomas Maréchal, donc je suis consultant senior chez Magellan Consulting et je travaille également sur l'offre Smart Building sur des missions donc en lien avec l'efficacité énergétique ainsi que le Digital Workplace. Bonjour. Je prends ton micro. Bonjour, je m'appelle Mathieu Garneau, je travaille chez VP White du groupe Magellan et je suis chez VP White au produit et c'est la plateforme que nous allons vous proposer de découvrir aujourd'hui. Et pour finir, bonjour Guillaume Béal, donc responsable produit avec Mathieu chez VP White, éditeur intégrateur de logiciels. On a des solutions dans l'immobilier pour la gestion de portefeuille immobilier. Pour le petit historique, on s'est occupé de la plateforme de certification de Certivia, puisqu'elle a été réalisée avec nos équipes en interne. Voilà. Alors avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet du SRI, rapide contexte et enjeu sur pourquoi ce webinaire maintenant. Globalement parce qu'on a un contexte immobilier qui est changeant avec de la pression réglementaire. On voit qu'on a de la révision sur les différentes versions des EPBD, donc les conseils européens sur la décarbonation du bâtiment. On a des sujets sur les décrets BAC, sur les décrets tertiaires, et on a une exigence marché de plus en plus forte sur la valeur verte qui devient un critère de transaction majeur. Donc quelques statistiques rapidement. Le secteur du bâtiment en Europe, c'est environ 40% de la consommation et 36% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc il y a des objectifs stratégiques à l'échelle européenne qui sont portés par différentes normes et décrets, qui sont de transformer le parc immobilier passif en un réseau d'actifs connectés qui vont être flexibles et interactifs pour atteindre idéalement la neutralité carbone en 2050. Et donc à la fin de cette session, orientée sur le SRI, vous saurez comment positionner le SRI dans la chaîne réglementaire, utiliser le SRI comme levier de conformité et tirer un avantage business opérationnel immédiat du Smart Readiness Indicator. Et on avait un petit sondage, alors je ne sais pas s'il a été publié. On voulait savoir si vous aviez connaissance du SRI. Donc normalement dans la discussion, vous devez avoir un sondage qui apparaît. Est-ce que ça... Ouais, ça apparaît. Ouais. Donc je voulais juste 15 petites secondes pour répondre. On a déjà 11 réponses, 64% de moyens. Très bien. 38%. Ouais, alors ici Vincent Prémel, je ne peux pas voter, je vous écoute en voiture, mais oui, j'étais au courant. Ça marche, bien noté Vincent, merci beaucoup. Que globalement, sur 15 réponses, on est à 50% de moyens. Ok. Très 13% de fort. Et 37% de aucun. Ok. Donc on est plus sur une moyenne qui connaît quand même le SRI. Pour présenter le groupe Magellan Partners, Magellan Partners, c'est un groupe de cabinets de conseil en organisation, métier et en intégration IT principalement. Donc c'est une société qui a été fondée en 2008. Actuellement, c'est 14 entités qui composent le groupe Magellan Partners, dont les entités Magellan Consulting et VP White. La répartition de l'activité du groupe, c'est environ un tiers des métiers business, donc business consulting, et 2 tiers, c'est de l'intégration technologique, donc sur des technos où on peut être pure player en France et en Europe. On a une stratégie de croissance qui est basée effectivement sur une croissance organique, plus de l'acquisition sur des verticales bien spécifiques. Actuellement, le groupe Magellan Partners, c'est environ 2900 collaborateurs, avec une croissance organique qui est aux alentours de 12% sur 2024.
Et quelques chiffres sur l'implantation, c'est 95% à peu près de l'activité qui est réalisée en France, mais on est présent sur 8 pays, dont des back-office offshore, donc des centres de services, notamment au Maghreb et à l'île Maurice. Si je continue rapidement sur la présentation de Magellan Partners, donc à gauche, on va voir effectivement les secteurs d'activité sur lesquels on est présent. Donc principalement les secteurs de l'énergie, du luxe, des industries et du service. On a également les partenariats, enfin en tout cas les expertises technologiques qu'on est capable d'adresser sur ces secteurs-là. Donc on est pure player, on est les premiers pure players en intégration de Salesforce et de Microsoft sur les vertical services qu'on a pu voir juste à gauche. Et sur les offres de services qu'on est capable de proposer, ça va être du conseil effectivement qu'on va avoir, hein, du conseil sectoriel, du conseil en organisation. On est très présent chez les DSI principalement, donc c'est tout ce qui va être conseil SI et conseil fonctionnel. Et on oriente effectivement nos sujets avec tous les sujets de nouvelles donnes sociales, d'IA et d'IAGEN, donc sur les plateformes low-code, no-code notamment, sur tous les sujets également de vibe coding, etc., qu'on peut voir de plus en plus chez nos clients. Et donc, pour accompagner ce que je viens de dire, donc ça fait sens avec le plan d'action qui a été introduit en 2024 chez Magellan Partners. L'idée de ce plan d'action-là, c'est la transformation augmentée, donc c'est de mettre l'IA et la nouvelle donne sociale et les plateformes de métiers intelligentes autour des consultants pour augmenter les consultants. Donc on a effectivement la révolution IA générative et maintenant aussi la révolution IA agentique. On a aussi les plateformes métiers intelligentes qui se combinent aussi à des expertises justement low-code, no-code et à des verticales en tout cas très spécifiques sur des métiers. Et accompagné de ça, on a la révolution sociale et sociétale, donc c'est tous les sujets de nouvelles donnes sociales, donc le rapport au travail, la génération Z, les technologies intelligentes, et la révolution durable, donc chaque acteur, un collectif ou institutionnel, doit réaliser sa transformation technique, réglementaire et humaine pour adopter une stratégie bas carbone et s'adapter au changement climatique. Voilà un petit peu les grands axes du plan Magellan Partners sur les prochaines années à venir. Alors, un tout petit mot sur l'Observatoire, hein. C'est assez récent, l'Observatoire a été créé il y a 2 ans. Moi, je suis aussi vice-président de la SBA et moi-même, je suis AMO Smart Building, donc c'est des sujets qu'on connaît bien. Mais on manquait de chiffres. Et pour définir un marché, on a besoin de chiffres. Et donc, on a créé un observatoire pour d'abord créer des indicateurs. Donc, un indicateur, c'est un baromètre. Donc, tous les ans, on va publier un baromètre avec un certain nombre de chiffres sur où en est le marché. Alors, ça peut être le marché de la GTB, c'est le marché du smart building, c'est tout ce qui est réglementaire, où on en est au niveau réglementaire des objectifs gouvernementaux, par exemple. Quels sont les impacts du numérique, etc. On fait aussi des annuaires. Donc ça, c'est si vous recherchez des professionnels en AMO, en intégration smart building, mais aussi c'est des annuaires de formation. Donc ça, vous trouvez ça sur le site de l'Observatoire. Rémi est bien au courant puisqu'il était jury du palmarès, donc on fait tous les ans des concours, hein. On a remis un certain nombre de trophées fin septembre à des acteurs pour des projets exemplaires, soit des projets GTB, des projets smart building, puis des projets d'impact au niveau patrimonial. Et puis, et c'est le sujet de la journée, on observe beaucoup le marché en termes réglementaires. Donc ça, c'est le sujet qui nous occupe, hein, c'est savoir où on en est, par exemple, sur les labels. Donc on observe l'évolution des labels Smart Score et R2S notamment. Et puis, on s'intéresse à tout ce qui est obligatoire à travers les décrets tertiaires, les décrets bacs sur lesquels on va revenir. Et puis, évidemment, le sujet du jour, le SRI. Ok, j'avance. Alors, d'où on part? Je pense qu'il faut comprendre que le sujet, il est beaucoup, beaucoup plus vaste que notre petit marché national, hein. Le sujet vient de l'Europe. On a un objectif commun qui est d'être neutre en carbone en 2050. Une grande partie de l'équation, c'est le bâtiment, hein. C'est une grande partie de l'impact carbone du continent, il est sur les bâtiments, c'est presque la moitié. Et donc, l'UE, depuis quelques années, a mis en place un certain nombre de directives pour rénover massivement le parc énergétique européen,
pour améliorer les performances des bâtiments existants, puisque 80% des bâtiments de 2050 sont déjà construits. Donc l'impact est évidemment sur des projets de rénovation essentiellement, et pour intégrer petit à petit de plus en plus de solutions intelligentes. Depuis 2018, ça a été très bien écrit dans la directive 2010, c'est comment on passe au-delà de la simple enveloppe, l'isolation du bâtiment, avec de l'intelligence active. Donc ça, c'est, je dirais, le cadre général qui nous occupe, qui a été décliné dans chaque pays. Donc en France, ça a été décliné sous forme de décret tertiaire. Je pense que vous êtes la plupart d'entre vous au courant, mais je rappelle, c'est des objectifs avant tout pour le parc tertiaire, sur d'abord les très gros bâtiments, donc en ce moment c'est les gros bâtiments supérieurs à 290 kW, et puis petit à petit jusqu'à des bâtiments de plus de 70 kW en énergie primaire CVC, sur essentiellement, on a une limite artificielle de plus de 1000 m², ça dépend évidemment du type d'activité, mais c'est de cet ordre-là. Donc c'est énorme comme impact en France, c'est la plupart des bâtiments tertiaires qui sont concernés, avec une année de référence qui a dû être définie entre 2010 et 2025, et puis des objectifs très ambitieux de réduction de consommation. Donc ça, c'est l'objectif 2030, moins 40%, 2040, moins 50%, et l'objectif de 2050 qui est de réduire de 60% l'impact énergétique de nos bâtiments. Donc pour ça, le décret tertiaire, il donne une trajectoire et il dit, vous devez mesurer, déclarer et mettre en œuvre des actions pour atteindre ces niveaux. Alors, évidemment, le décret tertiaire, il se décline en décret BAX. Le décret BAX, c'est comment on atteint tous ces objectifs. Et là, on rend obligatoire l'installation de systèmes d'automatisation. Alors, on peut appeler ça GTB, le mot BAX, d'ailleurs, en anglais, il veut dire GTB, avec les fameux seuils qu'on a vus juste avant. Et donc, un système BAX doit à minima collecter des données, optimiser le fonctionnement du système, détecter des dérives énergétiques et piloter un certain nombre d'équipements de façon automatique. On a aussi quelque chose d'intéressant dans le décret BAX qui oblige, après 2 ans de fonctionnement, à vérifier le bon fonctionnement, et puis, tous les 5 ans, vérifier que ce système est toujours actif, parce que c'est ce qu'on peut aujourd'hui regretter dans beaucoup de bâtiments en France, c'est que même quand il y a une GTB, très souvent, elle est en mode dégradé, voire inopérationnelle. Donc ça, le décret BAX va régler tout ça. Donc si on regarde l'enchaînement des choses, historiquement, on a le PBD au niveau européen qui a décliné une trajectoire au niveau français via le décret tertiaire. Ça, c'est l'objectif de résultat. Et puis un objectif de moyens à travers le décret BAX qui fournit les moyens techniques pour les atteindre. En parallèle, donc c'est décliné aussi le PBD, mais c'est pas décliné encore dans les différents pays, c'est une directive sur le SRI. Donc depuis 2018, on a défini un indicateur pour suivre la trajectoire et définir dans un parc immobilier où on en était finalement. C'est le seul moyen objectif aujourd'hui pour savoir où on en est de l'intelligence de notre bâtiment. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est déjà de rentrer dans les détails de ce dispositif SRI, son historique, son contenu. On vous montrera un exemple de bâtiment et d'études SRI sur un bâtiment, et puis cette fameuse plateforme et les services de Magellan qui vont vous permettre d'accompagner et vous déterminer par rapport à cet indicateur, s'il est intéressant pour vous, à quel moment il sera intéressant et comment vous voulez le mettre en place. Alors, vous en entendez parler depuis presque maintenant 7 ans. Ça a commencé par l'introduction d'une réflexion au niveau européen en tant que régime facultatif. Donc c'était vraiment une première étape avec une dimension très énergétique, une vision très énergétique du bâtiment, avec dès 2020 une précision sur la méthodologie. Donc on commençait à mettre en place des modalités de mise en œuvre.
Donc ça, c'était énormément de travaux au niveau de la Commission européenne. Il y a eu énormément de groupes de travail qui se sont réunis pour améliorer petit à petit le dispositif. Et en 2022, on a lancé les premiers tests. Donc en France, hein, on a une expérimentation entre 2022 et 2025 pour tester ce genre de dispositif et puis le mettre au point et voir comment il peut être impactant dans la gestion de nos bâtiments. 2024, donc une nouvelle révision de l'EPBD qui renforce encore le rôle du SRI. 2025, on aura le résultat des expérimentations, le résultat des tests. On devra avoir, vous le voyez à l'écran, en juin 2026, un rapport officiel de la Commission hein, qui évaluera les résultats de tous les tests nationaux qui auront été faits pour, en mi-2027, définir, à travers l'adoption d'un acte délégué, ce qui est rendu obligatoire, quel genre de bâtiment, donc essentiellement tertiaire, non résidentiel, d'abord sur des systèmes supérieurs à plus de 290 kW, donc on retrouve la même distinction que sur le décret BACS. Et puis, on voit que ça colle aussi au report hein, qu'on a vu la semaine dernière du gouvernement sur ce fameux décret BACS. C'est-à-dire, en gros, on va avoir petit à petit des choses qui vont se mettre en place à partir de 2027 jusqu'à 2030. Et voilà l'objectif qu'on se fixe tous, en fait, hein, c'est qu'on soit prêt en 2030. Et donc, pour ce faire, il faut mettre en place ces dispositifs à partir de 2027. Donc, en résumé, hein, c'est les essais et les tests actuels vont donner lieu à des rapports et on va définir quel niveau d'obligation on met dans chaque pays. Donc là, je vais laisser Thomas rentrer dans les détails hein, du dispositif. C'est important de comprendre ce qu'il contient exactement. Alors, je vais essayer de vous expliquer concrètement comment fonctionne cet indicateur et comment est-ce qu'on va calculer l'indicateur pour pouvoir évaluer le potentiel smart de votre bâtiment. Donc l'indicateur SRI, qui a en fait pour objectif d'évaluer la capacité de votre bâtiment à intégrer des technologies intelligentes pour répondre aux exigences de 3 grands piliers. Donc on a le pilier performance énergétique, le pilier besoin des occupants et le pilier flexibilité réseau, sachant que chacun de ces 3 piliers vont être équivalents en termes de pondération, pouvoir évaluer la note globale de votre bâtiment. Et de ces 3 piliers vont découler en fait des critères d'impact qui vont être les critères selon lesquels on va venir évaluer les 9 domaines techniques de votre bâtiment, que sont donc le chauffage, refroidissement, ventilation, l'eau chaude sanitaire, l'éclairage, également la partie enveloppe du bâtiment, l'électricité, la recharge des véhicules électriques si vous disposez de bornes, et aussi tout l'aspect suivi, contrôle et monitoring des informations en lien avec votre bâtiment. Donc d'abord, je vais rentrer un tout petit peu dans le détail des 7 critères d'impact que je viens de vous mentionner. Donc, dans le pilier performance énergétique, vous allez avoir d'abord l'efficacité énergétique, hein, qui est un point essentiel. Donc, ça va vous permettre d'évaluer la capacité du bâtiment à réduire sa consommation grâce à l'implantation de technologies intelligentes. Ensuite, on a l'aspect maintenance, donc qui va porter sur la capacité du bâtiment à aider l'exploitant et le gestionnaire à effectuer de la maintenance et de la supervision pour la supervision et surveillance des installations. Donc, ça va intégrer des notions de maintenance prédictive, de suivi des performances via la GTB, et également, est-ce que votre bâtiment est capable de faire des remontées automatiques d'alerte au gestionnaire. Ensuite, après la performance énergétique, on va s'intéresser aux besoins des occupants pour essayer d'évaluer si votre bâtiment est en capacité de répondre aux attentes que vos usagers vont avoir
lorsqu'ils évoluent dans les locaux. Donc déjà, on a la notion de confort, donc confort thermique déjà. Est-ce que les températures dans les espaces sont conformes à ce que l'usager attend pour être bien dans les espaces? On a aussi la notion qui va être étudiée sur la luminosité. Donc, est-ce qu'on estime que la luminosité est adaptée par rapport à ce que souhaite l'usager, aussi par rapport à la luminosité naturelle qu'il y a à un instant T? On va également regarder la santé et le bien-être au sein des locaux. Donc, ça va notamment porter sur la capacité du bâtiment à proposer une aire de qualité. Donc, on va regarder la ventilation. Est-ce que les taux de CO2 sont conformes aux réglementations? Donc, ça va être un point très important. Et on va également avoir est-ce que l'aspect informationnel, donc est-ce que le bâtiment est en capacité d'informer et d'impliquer les usagers dans la vie du bâtiment en donnant des informations. Donc on va faire par exemple de l'affichage dynamique d'informations, on va être aussi en capacité de remonter des alertes aux usagers sur certains points intéressants. Et également, est-ce que les interfaces qui sont mises à disposition des utilisateurs sont ergonomiques. Ensuite, on a aussi l'aspect commodité du bâtiment. Est-ce qu'il est pratique d'usage pour les personnes? Donc ça, c'est vraiment l'aspect besoin des occupants. Et ensuite, on a une troisième dimension qui est la flexibilité réseau. Donc lui, il comporte uniquement un seul critère d'impact qui est la flexibilité et le stockage. Et là, on va regarder comment se comporte le bâtiment par rapport aux signaux du réseau. Donc, un exemple, on est dans une période où il y a de fortes consommations avec des pics de charge de consommation électrique qui sont très importants, donc ça va faire augmenter le prix du kilowattheure. Donc, dans une telle situation, est-ce que le bâtiment est capable de venir réduire sa consommation pour justement moins consommer et réduire la facture d'électricité à la fin du mois? Donc, on va par exemple décider pendant l'été de réduire un tout petit peu la charge qu'on met sur les climatisations. Donc, peut-être qu'il y aura effectivement une augmentation de 1 ou 2 degrés dans les espaces, mais au moins, on va venir alléger et soulager le réseau électrique. À l'inverse, quand on est dans des périodes où l'énergie est plutôt bon marché, et ben, on va essayer d'utiliser cette énergie pour la stocker via des batteries ou via des réservoirs, des ballons. Voilà. Donc ça, c'est les 3 piliers et les 7 critères d'impact à partir desquels on va se baser pour venir concrètement étudier les 9 domaines techniques de votre bâtiment. Donc sur les 9 domaines techniques, on va venir évaluer des services. Donc dans le SRI, on a 54 services différents, donc c'est une volumétrie assez importante, donc la matrice à la fin, elle est très très conséquente. Et donc, je vais donner 2-3 exemples de services qui vont être, dont le niveau d'intelligence va être étudié. Donc, d'abord, tout ce qui touche au chauffage et au refroidissement, on va venir voir est-ce que le système de régulation est performant. Donc, la régulation, c'est vraiment est-ce qu'on est en capacité de régler précisément la production de froid ou de chaud par rapport aux besoins réels des occupants pour s'assurer qu'on ne va pas être dans de la surconsommation et également pour assurer un confort. Donc ça, c'est un point qui va être très important dans l'analyse de votre bâtiment. Ensuite, on a plein d'autres services qu'on peut analyser, hein. Donc on a par exemple les rapports d'information. Donc est-ce qu'on est en capacité de donner aux gestionnaires des informations sur la performance du bâtiment ou est-ce qu'il est aveugle et il n'a aucune information? Donc tout ça, on va venir le jauger, le noter pour à la fin obtenir une note. Donc, par exemple, je peux aussi donner l'exemple de l'enveloppe du bâtiment qui va être notamment en lien avec les fenêtres. Donc, est-ce qu'on a des systèmes d'ouverture de fenêtres automatiques combinés au système CVC? Sur l'éclairage, est-ce qu'on va savoir jouer sur la puissance de l'éclairage en fonction de la lumière du jour? On va avoir aussi sur l'aspect ventilation. Là, est-ce qu'on sait faire varier les débits d'air qu'on envoie dans les espaces en fonction du taux de CO2 qui est mesuré? Donc tout ça, tous ces services, on va venir les analyser selon leur niveau d'intelligence. Donc là, je vais vous donner 3 exemples de services. Donc par exemple, sur la régulation d'un groupe froid.
Le niveau 0 de la régulation d'un groupe froid, c'est vous n'avez aucune régulation. Donc vous êtes typiquement sur un système on-off où l'utilisateur va déclencher ou stopper son groupe froid lorsqu'il a besoin de l'utiliser. Donc là, il n'y a aucun pilotage, c'est vraiment du tout ou rien. Et donc ce niveau 0, comme vous voyez sur le tableau à droite, ça ne donne aucun point sur les 7 critères d'impact. Ensuite, on peut améliorer ce niveau 0 en passant donc, au premier niveau qui va être une régulation multiniveau. Donc là, en fait, ça va permettre de faire varier le groupe froid en utilisant des paliers, c'est-à-dire que ça va aller de 0 à 50%, puis si le besoin augmente encore, on va passer à 75%, donc c'est un peu mieux que lorsqu'on n'a aucune régulation, mais on est encore sur une régulation qui n'est pas très fine par rapport à ce que les usagers peuvent avoir besoin. Le niveau d'après, c'est une régulation variable, donc là, on va avoir un ajustement beaucoup plus fin pour se rapprocher au plus proche de la vraie demande des utilisateurs. Donc là, on améliore les notes sur les différents critères d'impact. Et ensuite, le dernier niveau, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est est-ce que la régulation peut s'adapter aux signaux externes du réseau, donc en fonction des pics de charge, par exemple. Donc ça, c'est vraiment le dernier niveau, et qui nous permet d'obtenir la note maximale. Donc ce raisonnement, on va venir l'avoir sur l'ensemble des services qui composent les domaines techniques. Donc là, je prends un autre exemple, par exemple sur les rapports d'information sur les performances du système de chauffage. Est-ce qu'on donne des informations? Si on n'en donne aucune, on est au niveau 0. Si on est en capacité de donner des informations sur les indicateurs de performance actuels, c'est-à-dire à l'instant T, on est déjà sur quelque chose de plus avancé, mais ça ne permet pas d'avoir l'historique. L'historique, c'est le niveau 2, donc ça permet de comparer les consommations actuelles avec les consommations passées pour éventuellement faire des ajustements pour venir améliorer les performances. Ensuite, le niveau 3, on rentre dans un niveau d'analyse et d'évaluation des performances. Et le dernier niveau, c'est là où on rentre plus dans la prédiction. Donc, on va essayer on va être en capacité de prédire les consommations et même de détecter des défaillances si on remarque qu'on a des écarts entre les consommations ou les performances actuelles versus ce qu'on a eu dans le passé pour alerter les gestionnaires sur des défaillances, par exemple. Ça, c'est le dernier niveau et c'est l'objectif à mettre en place dans la plupart des bâtiments. Ensuite, le dernier service que je vais vous présenter, là, c'est complètement différent, c'est sur le domaine technique de l'enveloppe. Donc là, on est sur les systèmes d'ouverture, fermeture des fenêtres, combinés avec des systèmes CVC. Donc, imaginons que vous ayez des fenêtres complètement basiques, avec aucune détection d'ouverture ou de fermeture des fenêtres. Là, on est sur le niveau 0. On est incapable de piloter quoi que ce soit grâce à la détection de l'ouverture et de la fermeture, car il n'y en a pas. Si par contre vous avez ce qu'on appelle des contacts de feuillure qui permettent de détecter une ouverture et une fermeture de fenêtre, là, ça commence déjà à devenir plus intéressant parce que vous allez pouvoir jouer sur vos équipements de CVC, donc c'est-à-dire par exemple les éteindre une fois que vous ouvrez vos fenêtres, pour stopper par exemple la clim lorsque vous êtes en été et que vous ouvrez la fenêtre. Ça, c'est le niveau 1. Ensuite, le niveau 2, vous allez un peu plus loin et vous allez permettre l'ouverture mécanique automatisée des fenêtres en fonction de données d'ambiance. Et ensuite, le niveau 3, là, on est sur une coordination centralisée de toutes vos fenêtres de votre bâtiment pour permettre d'avoir une gestion beaucoup plus centralisée et effectuer des actions, par exemple, comme la régulation du refroidissement nocturne. Donc, vous allez avoir des ouvertures de fenêtres pendant la nuit, pendant l'été, pour rafraîchir vos espaces et moins solliciter vos systèmes de climatisation. Et donc là, vous voyez encore que sur les critères d'impact, en fonction du niveau, vous allez avoir plus ou moins de points. Et ensuite, lorsqu'il y aura une consolidation de toutes ces notes pour chacun des services qui ont été évalués, vous allez pouvoir en déduire la notation SRI de votre bâtiment.